Lorsque la famille Addams sort au cinéma en 1991, personne ne s'attendait vraiment à un tel carton. La production avait été compliquée, le film avait explosé son budget, et malgré tout, il rapporte près de 200 millions de dollars dans le monde. De quoi convaincre très vite Paramount qui tient là une future franchise. Résultat, le studio valide rapidement l'idée d'une suite. 2 ans plus tard seulement, en 1993, la famille la plus morbide du cinéma revient avec Les Valeurs de la famille Addams, toujours réalisée par Barry Sonnenfeld, toujours portée par la même troupe d'acteurs et toujours inspirée de l'univers de Charles Addams. Et la cigogne descendit du ciel avec un diamant. Ouais, nos parents vont avoir un bébé aussi. Mais eux, ils ont un sexe. La véritable différence, cette fois, vient du ton du projet. Sur le premier film, le scénario avait été constamment réécrit en cours de route. Pour cette suite, Paramount fait appel à Paul Rudnick, un dramaturge qui avait déjà retouché le script du premier dans l'ombre. Là, on lui confie officiellement l'écriture du deuxième film, du début à la fin. Et il pose une idée très claire. Utiliser les Addams pour se moquer des fameuses valeurs familiales dont les politiciens américains raffolaient au début des années 90. Vraiment, on croirait presque qu'il ne m'aime pas du tout. Oh, bien sûr que si. Il a vomi. Le titre original en est la preuve. C'est une réponse ironique à un discours très médiatisé du vice-président Dan Quayle, qui affirmait que l'Amérique traversait une crise morale et que les vraies valeurs familiales disparaissaient. L'auteur s'amuse justement à renverser ce discours. Et si la famille la plus étrange, la plus gothique, la plus monstrueuse en apparence, était en réalité le modèle familial le plus solide, le plus uni et le plus aimant? Ma douce et tendre famille, vous m'avez tous tellement manqué. Pendant que le scénario se met en place, Barry Sonnenfeld se retrouve à un moment charnière de sa carrière. Après le succès du premier film, il devient un réalisateur très demandé au point qu'on lui propose même de tourner Forrest Gump. Il hésite, demande conseil à Michael J. Fox, avec qui il travaille alors sur un autre film. L'acteur lui glisse une phrase qui le marque : « Tu as mis la table avec le premier Addams, maintenant, va manger. » Sonnenfeld finit par trancher. Il renonce à Forrest Gump et revient chez les Addams. Paramount va aller vite pour profiter de la popularité du premier long métrage. Gomez, Calamir, je vais avoir un bébé. Tout de suite. La pré-production démarre donc tambour battant et le tournage s'ouvre le 8 février 1993 à Los Angeles. Les décors sont repensés pour être encore plus baroques, l'ambiance est plus acide et une grande partie de l'intrigue est conçue autour de la colonie de vacances qui permettra de caricaturer l'Amérique bien pensante et son obsession du bon goût. Et en ce qui concerne un rôle certes secondaire mais néanmoins remarquable, celui de l'indienne Pocahontas, mercredi Addams. Ce qui est très intéressant, c'est que Les Valeurs de la famille Addams n'a jamais été pensé comme une simple suite commerciale. Le film est construit dès sa genèse comme une satire plus assumée, plus politique, où la famille Addams devient un contre-modèle volontaire. S'amuser ici, c'est un ordre. Vous allez nous faire quoi? Celui d'une famille soudée, tolérante, qui accepte les différences sans jamais chercher à rentrer dans le moule. Là où le tout premier film installait l'univers, ce deuxième opus pose clairement la question, et si les monstres, finalement, c'était les autres? Je t'ai dit de rester tranquille, petite vermine. Ce n'est pas une vermine. Êtes-vous une vraie gouvernante? Mais quelle question? Derrière la caméra, cette suite a été un tournage beaucoup plus maîtrisé que le premier, mais aussi mené à une vitesse folle. Comme Barry Sonnenfeld terminait encore le montage de son film précédent, la pré-production a dû être compressée en quelques semaines seulement. Normalement, un film de cette ampleur se prépare sur plusieurs mois. Là, l'équipe n'a quasiment pas eu le luxe du temps. C'est d'ailleurs pour ça que la production s'est appuyée sur des outils numériques, encore rares à Hollywood en 1993, pour organiser le planning, les effets visuels et suivre le budget au millimètre. Une sorte de préfiguration de la manière dont les grosses productions fonctionnent aujourd'hui. poussez, Madame Addams. Forceps. Forceps. Malgré cette préparation express, toute l'équipe créative du premier film rempile. Le producteur Scott Rudin, le compositeur Mark Shaiman, le chef opérateur Donald Peterman et surtout, un nom mythique débarque sur le projet, le chef décorateur Ken Adam, connu pour ses décors gigantesques et stylisés dans les James Bond ou Dr Folamour. Ça me dit quelque chose. Oh, bien sûr, l'entrée de l'enfer. Avec lui, l'univers des Addams gagne en ampleur, en extravagance et en personnalité. Le manoir est plus gothique que jamais, et les décors de la colonie de vacances deviennent une satire visuelle à eux seuls. Un paradis artificiel tellement parfait qu'il en devient terrifiant. Je suis Gary Granger. Et je suis Becky Martin Granger.
L'atmosphère du plateau est globalement joyeuse, très soudée. Les acteurs savent qu'ils tiennent quelque chose de particulier et l'humour noir du scénario crée constamment une ambiance de jeu. Mais derrière cette bonne humeur, un détail frappe plusieurs membres de l'équipe. Raúl Julia, l'inoubliable Gomez, est affaibli. Il a perdu du poids, se fatigue plus vite, il reste pourtant d'une élégance folle à l'écran, toujours précis, toujours généreux. Ce sera l'un de ses derniers grands rôles avant sa disparition l'année suivante, ce qui donne aujourd'hui au film une émotion particulière. And in New York today, the actor Raúl Julia has died. He had an enormous range, an actor who could play the cartoonish Gomez in The Addams Family, or the tortured political prisoner in Kiss of the Spider Woman. What life offers me. Julia suffered a stroke last week. He was only 54. Côté casting, la suite réserve plusieurs petites surprises. Pour le rôle de la nounou Debbie, tueuse en série glamour qui chasse les millionnaires, plusieurs actrices ont été envisagées avant que Joan Cusack ne s'impose. Sachez que je ne suis pas une meurtrière paranoïaque. Bien sûr que non. Vous êtes trop jeune. Sa performance à mi-chemin entre la séduction, la comédie et la folie douce devient instantanément culte. Pourrais-tu mourir pour moi? Oui. La grand-mère change aussi d'interprète. Carol Kane remplace Judith Malina et apporte son humour étrange et fragile au personnage. Quant au bébé Puberté, il est incarné par deux petites filles, grimées chaque jour pour ressembler à un adorable démon miniature. Et sinon, l'un des secrets de production les plus étonnants tourne autour d'un certain Michael Jackson. Le chanteur devait enregistrer une chanson originale pour le film intitulée Family Thing. Le morceau est créé, quasiment finalisé, puis finalement abandonné suite à des complications contractuelles. Jackson travaillait en parallèle sur un court-métrage horrifique impliquant Christina Ricci et Jimmy Workman qui aurait dû être lié au film. Le projet est finalement annulé et deviendra le moyen-métrage Ghost, une collaboration fantôme au sens propre comme au figuré. Comme dans n'importe quelle famille, l'arrivée d'un nouveau bébé crée de la jalousie, des tensions et un déséquilibre chez les aînés. 2, 3. La naissance de Puberté est le point de départ de ce nouveau film. Bien sûr, chez les Addams, ces tensions prennent la forme de tentatives d'assassinat, mais sous le gag macabre, le film raconte quelque chose de très vrai. L'enfant qui a peur qu'on lui vole sa place, le parent qui ne veut pas faire de favoritisme, la cellule familiale qui doit se rééquilibrer. Une anecdote adorable, les deux petites filles qui jouaient Puberté ont été choisies parce qu'elles réagissaient très peu à ce qui se passait autour d'elles. Elles restaient impassibles, ce qui donnait à Puberté cette attitude imperturbable qui rend le personnage si drôle. Le maquillage était assez minutieux et les prises étaient limitées pour qu'elle ne se fatigue pas. L'équipe disait souvent que ces bébés étaient plus professionnels que certains acteurs adultes. Mercredi et Pugsley, eux, incarnent cette rivalité fraternelle poussée à l'extrême. Le tournage de leur scène était souvent un terrain d'improvisation contrôlée. Christina Ricci, qui n'avait que 12 ans, proposait régulièrement des idées de répliques ou de micro-gestes pour renforcer encore plus le cynisme de Mercredi. Et le réalisateur les gardait volontiers. Il disait qu'elle comprenait parfois mieux que lui l'humour sec et minimaliste du personnage. La décision d'envoyer les enfants en colonie de vacances est ce qui permet au film de devenir une véritable satire. Le camp Chippewa symbolise cette Amérique obsédée par le positivisme forcé, la conformité, le « soi normal ou va ailleurs ». L'un des secrets du film, c'est que les acteurs qui jouent les animateurs du camp étaient encouragés à jouer le plus sérieusement possible sans jamais chercher la blague. Ils devaient être sincèrement enthousiastes, sincèrement bienveillants, sincèrement horrifiés par Mercredi. Et je ressens comme un léger malaise, pas vous? C'est ce décalage total entre leur jeu naturel et le monde des Addams qui crée les scènes les plus cultes du film. Oui! On aimerait bien pouvoir les tuer! Oui! Mais non, voyons! Et la fameuse scène de la pièce de théâtre en est la preuve. Tout le monde se souvient du discours incendiaire de Mercredi, devenu iconique. Tu nous as volé la terre qui nous appartient de droit. Et pour toutes ces raisons, je suis forcée de te scalper.
Ce moment a été tourné sur plusieurs jours, en plein soleil, avec des enfants maquillés pendant des heures. Le bûcher final a nécessité 3 versions, une structure réelle, une maquette miniature et un plan retouché. Fétide et Debbie, eux, représentent un autre thème important, la manipulation affective. Debbie est un personnage qui fascine parce qu'elle est l'antithèse totale de ce que la famille Addams valorise. Chez eux, l'amour est sincère, passionné, sans mensonge. Chez elle, tout est faux, calculé, construit pour obtenir de l'argent. Elle s'intéresse aux hommes fortunés, dénichant les célibataires les plus riches et les plus solitaires. Avant de tourner, la comédienne avait demandé au créateur quel était le ton exact de Debbie. On lui a répondu « Imagine que tu joues une Barbie, mais qui tue les Ken ». Elle a adoré l'idée. J'aime les mains baladeuses. Ce qui rend le contraste encore plus brillant, c'est que les Addams, eux, l'acceptent immédiatement. Ils ne la jugent pas. Ils l'accueillent, et c'est précisément ce qui la met hors d'elle. Elle attendait d'être détestée, critiquée, regardée de haut. Au lieu de ça, il la trouve parfaite. Fétide, de son côté, voit en elle un miracle. Et l'équipe raconte que Christopher Lloyd avait du mal à rester sérieux durant certaines scènes, tant Joan Cusack poussait son jeu dans des zones délirantes. Vous l'avez envoûté par un mystérieux charme sexuel. Je respecte cela. Enfin, tout le film repose sur une vérité simple. Malgré leur goût pour la mort, les Addams se sont soudés. Ils ne se trahissent pas. Comme le dit très justement le scénariste, la famille Addams est peut-être la famille la plus fonctionnelle de tout le cinéma. Ils sont honnêtes, ouverts aux autres, et ils laissent chacun s'épanouir à sa manière. C'est là toute l'ironie du film. Les monstres, ce ne sont jamais eux, ce sont les autres. Ceux qui imposent des sourires forcés, des règles absurdes et une normalité écrasante. Lorsque le long métrage sort en salle le 19 novembre 1993 aux États-Unis, Paramount s'attend logiquement à surfer sur le triomphe du premier film. Pourtant, la réception du public ne sera pas du tout la même. Malgré un budget estimé à 47 millions de dollars, le film n'en rapporte qu'environ 48 millions sur le sol américain, loin des 113 millions générés par le premier opus. À l'international, il se comporte mieux, atteignant un total mondial autour de 111 millions de dollars. Mais cela reste nettement en dessous des attentes du studio. Plusieurs facteurs expliquent cette performance plus timide. Une concurrence féroce à la même période, notamment Madame Doubtfire, qui écrase le box-office en attirant toute la famille, et un humour plus acide, plus satirique, moins grand public que celui du premier film. Pourtant, si les entrées déçoivent, la critique, elle, est beaucoup plus enthousiaste que lors du premier épisode. Les journalistes saluent une suite plus incisive, plus cohérente et surtout plus audacieuse. Le Los Angeles Times, par exemple, estime que le film est bien plus affûté que son prédécesseur, porté par une véritable vision comique. Le New York Times parle d'une satire brillante qui tire juste, même lorsqu'elle vise très large. Roger Ebert, qui avait été réservé sur le premier opus, se montre cette fois-ci nettement plus positif, reconnaissant un sens du timing et une inventivité visuelle qui en font l'une des comédies les plus singulières de l'année. Au fil du temps, cet accueil critique solide va complètement transformer la réputation du film. Ce qui avait semblé être un semi-échec commercial devient progressivement un classique des années 90, souvent jugé meilleur, plus moderne et plus intelligent que le premier. Au fond, Les Valeurs de la famille Addams n'est pas seulement une suite réussie, c'est un film qui ose retourner le miroir vers le public pour lui rappeler que la normalité est souvent bien plus inquiétante que la différence. Ce qui fait la force du long métrage, ce ne sont pas seulement des gags macabres, les décors gothiques ou les performances cultes des acteurs, c'est ce cœur immense, caché sous les ténèbres, qui fait de cette famille un modèle d'amour et de liberté. Dans un monde où tout le monde essaie de rentrer dans le moule, les Addams choisissent de ne jamais s'excuser d'être eux-mêmes. Ils aiment sans retenue, ils accueillent sans condition, ils vivent sans se soucier de l'opinion des autres. Ils ne cherchent pas la perfection, ils cherchent la sincérité. Au final, les Addams n'ont jamais cherché à être une famille exemplaire. Ils ont juste cherché à être une famille, et c'est peut-être ça, la plus belle des valeurs. Le prénom Puberté apparaît dans des notes personnelles de Charles Addams, le créateur de la famille, où il imaginait un bébé Addams encore plus étrange que ses frères et sœurs. Mais dans les années 60, ce nom avait été jugé trop risqué pour passer à la télévision. Ce n'est que dans cette suite que l'idée est enfin utilisée, rendant hommage à l'humour noir et irrévérencieux du créateur.
Comme je l'ai dit juste avant, le bébé Addams a été incarné par 2 jumelles très calmes sur le plateau. Elles étaient tellement imperturbables que l'équipe les surnommait les bébés zen. Elles réagissaient peu aux lumières, au bruit et même aux acteurs, au point que la plupart des gazouillis et petites vocalisations ont dû être ajoutées en post-production. Dans la première version du scénario, le camp d'été était une véritable dystopie souriante. Atelier de sourire forcé, séances de positivité obligatoire, tests de normalité et même un cours destiné à apprendre à marcher comme une personne équilibrée. Beaucoup d'idées ont été coupées, mais l'essence demeure. Un décor tellement parfait, tellement propre qu'il en devient inquiétant. Pour incarner Fétide, Christopher Lloyd portait plusieurs couches de rembourrage et de tissu épais qui transformaient le costume en sauna permanent. Il transpirait tellement que l'équipe a fini par lui fabriquer un mini ventilateur dissimulable sous son manteau entre 2 prises. Lloyd l'appelait en riant la climatisation fétide. Malgré l'inconfort extrême, il restait infatigable et gardait son énergie délirante à chaque scène. Pour obtenir cette silhouette irréelle, Anjelica Huston devait enfiler un corset si serré qu'elle ne pouvait presque pas respirer ou se pencher. À cela s'ajoutaient les prothèses collées près de ses yeux pour créer l'iconique halo lumineux autour de son regard qui lui provoquait régulièrement migraines et douleurs. Elle résumait son expérience avec humour : être Morticia, c'est souffrir avec élégance. Barry Sonnenfeld a glissé dans le film une multitude de détails volontairement discrets. Des tableaux dont l'expression change subtilement d'un plan à l'autre, des accessoires qui rendent hommage à des classiques de l'horreur, ou encore la musique résolument Disney du camp Chippewa pour renforcer l'ironie du lieu. C'était sa manière d'ajouter un humour caché, un second niveau de lecture typiquement Addams. Pour créer Debbie, le scénariste s'est inspiré de la célèbre tueuse Blanche Taylor Moore, connue pour manipuler ses partenaires avant de les éliminer. Il en a fait une version glamour, théâtrale et volontairement caricaturale. Une Barbie meurtrière obsédée par la richesse. Joan Cusack a immédiatement adoré sa direction et l'a poussée encore plus loin, mêlant séduction, folie douce et humour noir. Dans le script original, le discours de Debbie comprenait encore plus de digressions délirantes sur son enfance, avec des gags encore plus absurdes. La scène a dû être raccourcie pour maintenir le rythme, mais l'équipe hésitait à couper tant Joan Cusack était irrésistible. Chaque prise apportait une nuance nouvelle, et tout le monde s'accordait pour dire que c'était l'une des performances les plus drôles du tournage. Dans la série des années 60, Fétide était un personnage beaucoup plus grotesque et un peu secondaire. Le duo Christopher Lloyd-Joan Cusack a littéralement réinventé son identité. Un Fétide naïf, romantique, terriblement attachant et capable d'une profondeur émotionnelle inattendue. Depuis ce film, c'est cette version moderne qui sert de référence. Sans les valeurs de la famille Addams, Fétide n'aurait probablement jamais acquis cette aura culte. Et voilà, c'est tout pour les valeurs de la famille Addams. J'espère que vous avez passé un bon moment et on se retrouve très vite pour de nouvelles rétrospectives. En attendant, n'oubliez pas de commenter, liker et de vous abonner.